il connaît ce silence qui n'est pas paisible. Non, non, ce silence qui pèse sur les épaules comme une dalle de pierre froide. Ce silence qui scinde la renfermée, le dimanche soir sans téléphone qui sonne, le café bu seul devant une fenêtre, où le monde dehors semble appartenir à une autre espèce. Tu sais exactement de quoi il parle, n'est-ce pas? Cette sensation dans la poitrine, là, juste derrière le sternum, comme un creux que rien ne remplit vraiment. Ce n'est pas de la faim, ce n'est pas de la fatigue. C'est quelque chose de plus ancien, de plus profond, quelque chose que les mots ordinaires n'arrivaient pas tout à fait à nommer. Christophe André a passé des décennies dans ces couloirs d'hôpitaux psychiatriques, assis en face de personnes qui, au fond, souffraient toutes d'une même chose sous des formes différentes. Elles avaient perdu le fil qui les reliait à elles-mêmes, le fil qui les reliait aux autres, le fil ténu mais vital, qui donne à chaque matin une raison d'ouvrir les yeux. Et ce qu'il a appris dans ses années de pratique clinique, ce qu'il a appris dans les silences des consultations, dans les larmes retenues des patients, dans les sourires timides des premières guérisons, c'est ceci. Ce fil ne disparaît jamais tout à fait, jamais. Il se cachait, il s'en mêle, il devient si fin qu'on ne le voit plus. Mais il est là. Alors aujourd'hui, il parle de quelque chose d'essentiel, quelque chose qui ressemble à un redémarrage. Pas au sens technologique du terme, bien sûr, même si l'ironie est savoureuse. Nous vivons dans une époque où l'on réinitialise son téléphone dès qu'il ralentit, où l'on redémarre son ordinateur au moindre bug, où l'on met à jour chaque application en temps réel, et pourtant, on s'étonne de ne jamais penser à faire la même chose pour soi-même. Quelle douce absurdité, cette civilisation qui prend plus soin de ses batteries que de son âme. Mais ce n'est pas un reproche. Non, non, non. C'est une observation, celle d'un médecin qui a trop vu souffrir des gens pour se permettre le luxe du jugement. C'est une invitation douce, mais ferme à s'arrêter, à regarder ce qui s'est passé vraiment à l'intérieur et à comprendre que réinitialiser, redémarrer et se recentrer n'est pas une faiblesse. C'est peut-être l'acte de courage le plus grand qu'un être humain puisse accomplir dans ce monde qui hurle en permanence de courir plus vite. Imaginez une scène, simple, banale. Tellement banale qu'elle n'est presque invisible. C'est un mardi soir, ou peut-être un jeudi, peu importe. La lumière dans l'appartement est cette lumière jaunâtre, légèrement blafarde, celle des lampadaires bon marché qui donnent à tout un air de salle d'attente. Il y a une assiette sur la table, une seule assiette. Les restes d'un repas préparé machinalement, sans appétit véritable, juste parce que le corps réclame quelque chose. Le téléphone est posé à côté, écran vers le haut, comme en attente d'un message qui ne viendra peut-être pas ce soir. La télévision parle dans le fond. Elle dit des choses, des nouvelles, des rires enregistrés. Une publicité pour un voyage en famille, et la personne assise là ne l'écoute pas vraiment. Elle est là et en même temps, elle est ailleurs, dans cet espace intermédiaire entre la présence et l'absence. Ce no man's land émotionnel que Christophe André a appris à reconnaître immédiatement. Ce n'est pas un cas clinique extrême. Ce n'est pas quelqu'un en crise aiguë. C'est quelqu'un comme vous, peut-être. Quelqu'un qui fonctionne, qui va travailler, qui répond aux messages, qui dit ça va quand on lui demande comment il va. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est progressivement contracté. La respiration est un peu plus courte qu'avant. Les épaules sont un peu plus hautes, un peu plus crispées, comme si le corps attendait en permanence un choc qui n'arrive pas mais qui pourrait arriver à tout moment. Et le soir, dans ce silence qui n'est pas paisible, la question revient. Est-ce que c'est ça, la vie? Est-ce que c'est vraiment tout? Si vous vous reconnaissez dans cette scène, même un peu, même à peine, alors ce que Christophe André va partager aujourd'hui est pour vous. Pas pour un personnage abstrait dans un manuel de psychologie. Pour vous précisément. Et si cette conversation vous touche, si vous sentez qu'elle dit quelque chose que vous n'aviez pas réussi à formuler vous-même, alors faites quelque chose de simple. Abonnez-vous à cette chaîne. Parce que la santé mentale mérite une conversation régulière, sérieuse et humaine. Pas des slogans, pas des formules magiques. Une vraie conversation comme celle-ci. Et laissez un commentaire, dites ce que vous ressentez, dites ce qui résonne, parce que mettre des mots sur ce qu'on traverse, même quelques mots dans une zone de commentaires,
c'est déjà un premier acte de courage. C'est déjà un début de réinitialisation. Alors voilà ce qu'il faut comprendre maintenant, et c'est là que la conversation devient sérieuse. Christophe André a observé au fil de ses années de clinique un phénomène qu'il appelle, avec toute la précision scientifique nécessaire, la spirale descendante et silencieuse. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas dramatique dans ses débuts. Ça commence exactement par ce mardi soir, avec l'assiette et la télévision. Ça commence par des petits retraits. On sort un peu moins, on appelle un peu moins. On répond un peu plus tardivement aux messages. On décline une invitation, puis deux, en se disant que c'est temporaire, que c'est juste une période, que ça ira mieux bientôt. Mais voici ce que la neurobiologie de l'isolement nous apprend, et c'est important de le dire clairement. Le cerveau humain n'est pas conçu pour la solitude chronique. Il est conçu pour la connexion. Quand il en est privé de manière prolongée, il commence à se modifier. Pas métaphoriquement, littéralement. Les circuits de la récompense sociale s'appauvrissent. La capacité à ressentir du plaisir dans les interactions diminue. Et le pire, le plus pernicieux, c'est que cet appauvrissement crée lui-même une aversion pour le contact. La personne isolée commence à se sentir mal à l'aise dans les situations sociales qu'elle évitait, et cette maladresse renforce l'envie de continuer à les éviter. C'est un cercle. Un cercle qui tourne lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Si vous ne prenez pas conscience de ce processus maintenant, si vous ne vous donnez pas les outils pour l'interrompre, voici ce qui risque de se passer. Et Christophe André dit, cela non pas pour faire peur, mais parce que la vérité dite avec bienveillance est la seule médecine qui vaille. La dépression n'arrive pas comme un coup de tonnerre. Elle arrive comme la nuit, progressivement, imperceptiblement, jusqu'au moment où l'on se retrouve dans le noir sans savoir exactement quand la lumière a disparu. Les liens affectifs qui restent, ceux de la famille proche, les quelques amis fidèles, ils commencent à s'effilocher. Pas parce que ces personnes cessent d'aimer, mais parce que l'isolement transforme la manière dont on se comporte avec elles. On devient plus irritable, plus absent, plus froid parfois, parce que le trop-plein de douleur non exprimée cherche une sortie et trouve souvent celle qui fait le moins peur. Repousser ceux qu'on aimait avant, qu'ils ne partent d'eux-mêmes. Vous voyez la tragédie là-dedans ? La peur d'être abandonné crée exactement les comportements qui provoquaient l'abandon. Et pendant ce temps, les personnes qui vous aiment souffrent aussi. Elles vous voient vous éloigner sans comprendre pourquoi. Elles tendent la main et trouvent un mur. Elles finissent par se demander si elles ont fait quelque chose de mal, si elles auraient dû mieux faire. Et cette culpabilité qu'elles portent à votre place, c'est un cadeau empoisonné que vous leur faites sans le vouloir, sans même le savoir. La douleur émotionnelle non chérée ne reste jamais confinée à une seule personne. Elle rayonne, elle contamine doucement l'espace autour d'elle, et vous risquez de devenir, sans jamais l'avoir voulu, une absence douloureuse dans la vie de ceux qui ont besoin de vous. Dans quelques instants, Christophe André vous donnera les premières clés concrètes pour interrompre cette spirale. Mais avant cela, il faut aller encore un peu plus loin dans la compréhension de ce qui se passe. Parce que comprendre est toujours le premier pas vers la guérison. La solitude chronique, quand elle s'installe vraiment, quand elle dure des mois, des années parfois, ne se contente pas de vider le cœur. Elle le durcit. C'est là le paradoxe le plus cruel de l'isolement prolongé. Il commence par rendre hypersensible. Chaque regard devient une menace potentielle. Chaque silence semble chargé de rejet. Chaque message non répondu dans l'heure devient une preuve d'abandon. Et puis, progressivement, comme une peau qui s'est caliée à force de friction, le cœur développe une sorte d'armure. On commence à ne plus vraiment sentir. Pas dans le sens de l'insensibilité totale, non, mais dans le sens d'une anesthésie partielle, d'un amortissement des émotions qui fait que les joies semblent moins vives, les connexions semblent moins réelles, et la vie prend cette teinte grise et terne que certains patients de Christophe André décrivent comme vivre sous un verre dépoli. On voit le monde à travers quelque chose, mais on n'y touche plus vraiment. Et cette armure, cette carapace qui s'est formée pour protéger, devient la prison. Parce que si elle empêche la douleur d'entrer, elle empêche aussi la chaleur de passer.
elle empêche les bras tendus de rejoindre, elle empêche les mots bienveillants d'atteindre. Et la personne à l'intérieur de cette armure se retrouve seule d'une manière encore plus profonde, entourée peut-être de gens, mais inaccessible à eux. Christophe André se souvient d'une patiente. Il ne donnera aucun nom, bien sûr, aucun détail qui permette de l'identifier, parce que la discrétion est la première loi de la relation thérapeutique. Mais il peut dire ceci. Elle avait 53 ans. Elle avait eu une vie pleine, des amis, une famille, une carrière. Et puis, sur plusieurs années, par la combinaison d'un deuil difficile, d'une retraite anticipée et d'un déménagement dans une ville nouvelle, elle s'était retrouvée dans une solitude qu'elle décrivait comme assourdissante. Oui, assourdissante. C'est le mot qu'elle utilisait, parce que le silence avait une texture, une densité presque physique. Elle disait que les matins sentaient le froid, même en été, que les après-midi avaient un goût de métal dans la bouche, que son appartement, pourtant ensoleillé, lui semblait toujours légèrement trop sombre. Quand elle est arrivée en consultation, elle ne pleurait plus. Elle avait pleuré pendant des mois et puis les larmes avaient cessé. Non pas parce qu'elle allait mieux, mais parce que quelque chose s'était fermé. Et c'est là, dans ce moment précis, où les larmes s'arrêtent non pas de soulagement mais d'épuisement, que Christophe André reconnaît le signe le plus inquiétant de la dépression qui s'installe vraiment. Mais voici ce qu'il faut retenir de son histoire. Elle a guéri, pas immédiatement, pas facilement, pas sans rechute et sans moment de découragement. Mais elle a guéri. Et le tournant, le moment exact où quelque chose a basculé, n'a pas été un grand événement spectaculaire. Ce n'a pas été une révélation mystique, ni un traitement miracle. Ce fut un matin, lors d'une séance, quand Christophe André lui a demandé de poser les deux mains à plat sur ses cuisses, de sentir la chaleur de ses paumes contre le tissu de son pantalon et de respirer. Juste respirer et de nommer à voix haute 3 choses qu'elle pouvait percevoir dans cette pièce avec ses sens. La couleur du mur, le bruit sourd du chauffage, l'odeur légèrement citronnée du produit d'entretien sur le bureau. 3 choses. 30 secondes. Et quelque chose d'infime mais de réel, avait commencé à bouger. Si elle pouvait faire ce chemin, vous pouvez le faire. Vraiment. Et il va vous montrer comment, pas à pas, dans quelques instants. Mais avant, il faut nommer une dernière chose dans cette descente progressive. Parce qu'il y a quelque chose que les gens ne voient pas toujours venir et qui aggrave tout de manière silencieuse. C'est ce que Christophe André appelle le mensonge de la fatigue. Quand on est dans cet état d'isolement progressif, on se dit souvent qu'on est juste fatigué, que c'est le travail, que c'est la saison, que c'est l'âge, que c'est la vie moderne avec ses exigences absurdes et ses notifications permanentes. Et c'est vrai, tout cela contribue. Mais, bueno mieux dire, c'est là que la fatigue devient un mensonge confortable, parce qu'elle permet d'éviter de regarder la vérité en face, la vérité qui est « je souffre d'un manque de connexion ». Je souffre d'un manque de sens, je souffre d'un manque de présence, à moi-même d'abord, aux autres ensuite. Et ce mensonge, cette confusion entre fatigue physique et épuisement émotionnel, fait que les gens cherchent des solutions au mauvais endroit. Ils dorment davantage et ne se sentent pas reposés. Ils prennent des vacances et reviennent aussi vides qu'avant. Ils changent de travail, de ville, de relation parfois, et emportent avec eux exactement le même poids. Parce que le poids n'était pas dans les circonstances, il était à l'intérieur. Et si la solitude continue à s'épaissir, si l'armure continue à s'efformer, il arrive un moment où quelque chose de plus grave s'est produit. La personne commence à croire que cet état est son état naturel. Elle commence à croire qu'elle est fondamentalement inapte au bonheur, fondamentalement incapable de vraie connexion, fondamentalement différente des autres de manière irrémédiable. Et cette croyance, une fois installée, devient une prophétie qui s'autoréalise. On se retire encore plus, on prend encore moins de risques, on laisse encore moins attraire. Et l'amertume, cette amertume froide et compacte qui saigne le cuir tanné et l'automne sans fine, commence à colorer chaque perception. Christophe André a vu des personnes de 30 ans avec cette amertume. Il en a vu de 70 ans sans elle. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de choix, oui, mais surtout d'outils. Parce qu'on ne choisit pas de souffrir, mais on peut choisir, quand on en a les moyens,
de ne pas rester dans la souffrance. Et maintenant, Christophe André va vous donner ses moyens. Pas des formules magiques. Pas des injonctions au bonheur de ces petits livres colorés qui promettent la sérénité en 10 jours et qui finissent au fond d'un tiroir. Des pratiques concrètes, incarnées, fondées sur des décennies de recherche en neurosciences, en psychologie clinique et sur quelque chose de plus simple et de plus précieux encore. L'écoute attentive de milliers d'êtres humains qui ont souffert et qui ont trouvé un chemin. La première chose, la toute première, est peut-être la plus contre-intuitive. Quand on est dans la solitude, dans cette solitude qui pèse et qui coupe le souffle, l'instinct naturel est de chercher immédiatement une solution extérieure. Trouver quelqu'un, aller quelque part, faire quelque chose de différent, et Christophe André dit « Attendez, pas longtemps, juste un moment ». Parce que le redémarrage, la vraie réinitialisation, ne commence pas à l'extérieur, elle commence dans le corps. Et le corps, vous l'oubliez souvent dans cette époque qui vit dans les têtes et dans les écrans. Le corps est la porte d'entrée de tout ce qui peut changer. Voici donc la première pratique. Elle s'appelle, dans la tradition de la pleine conscience, l'ancrage sensoriel. Et elle est d'une simplicité presque déconcertante. Là où vous êtes en ce moment, que vous soyez assis, allongé, debout, posez une attention délibérée sur vos pieds. Sentez le contact de vos pieds avec le sol ou avec la surface qui les supporte. Sentez la pression, la température, la texture à travers vos chaussettes ou vos chaussures, puis remontez cette attention le long de vos jambes, de vos hanches, de votre dos. Où est la tension? Elle est souvent dans les épaules, n'est-ce pas? Presque toujours dans les épaules, cette barre horizontale de rigidité qui s'installe quand on porte le monde sans s'en rendre compte. Et dans la mâchoire. Desserrez la mâchoire, maintenant, pendant que vous lisez, pendant que vous écoutez, desserrez. Cette pratique d'ancrage, pratiquez 5 minutes le matin avant de regarder le téléphone, avant de vérifier les messages, avant de plonger dans le flux du monde, crée ce que les neurosciences appellent une fenêtre de tolérance, un espace intérieur où les émotions peuvent exister sans submerger, un espace où vous êtes présent à vous-même avant d'être présent au chaos extérieur. La deuxième pratique est celle que Christophe André appelle, avec une légère ironie affectueuse pour les amateurs de productivité, la pratique de l'inutilité délibérée. Dans notre monde qui mesure tout un terme de rendement, d'efficacité, d'optimisation, il y a quelque chose de profondément subversif et de profondément guérisseur dans le fait de faire quelque chose d'absolument inutile, marcher sans destination, regarder la pluie sur une vitre. Écouter un morceau de musique en ne faisant que l'écouter, pas en travaillant, pas en cuisinant, juste en l'écoutant. Observer un arbre, vraiment l'observer. Ses branches, son écorce, la façon dont la lumière joue dans ses feuilles. Ces moments d'inutilité délibérée ne sont pas du temps perdu. Ils sont, pour le système nerveux, ce que le sommeil est pour le corps, une récupération essentielle. Le cerveau, quand il n'est pas en mode tâche, entrer dans ce que les neuroscientifiques appellent le réseau du mode par défaut. Et c'est dans cet état que se fait l'intégration émotionnelle, que les expériences se consolident, que le sens s'est construit. Autrement dit, c'est quand vous ne faites rien d'utile que votre cerveau fait le travail le plus important. Et pour la solitude spécifiquement, ces moments d'inutilité ont une vertu supplémentaire. Ils vous réhabituent à votre propre compagnie. Ils vous apprennent que vous pouvez être avec vous-même sans que ce soit insupportable. C'est un apprentissage fondamental, parce que tant que la solitude fait peur, tant qu'on ne supporte pas d'être seul avec soi-même, on sera toujours dans la fuite. Et la fuite, comme Christophe André l'a appris de ses patientes, mène toujours vers une solitude encore plus profonde. Vous sentez la différence entre subir la solitude et choisir la solitude, entre l'isolement qui s'impose et la retraite qui ressource. C'est une distinction essentielle, et elle se cultive. La troisième pratique, et celle-ci est peut-être la plus difficile, concerne l'autocompassion. Christophe André a consacré une grande partie de son travail à ce concept, souvent mal compris, souvent confondu avec une forme d'égocentrisme ou de complaisance envers soi-même. Permettez-lui d'être très clair à ce sujet. L'autocompassion n'est pas se dire que tout va bien quand tout ne va pas bien.
ce n'est pas nier la souffrance ou se raconter des histoires. C'est précisément le contraire. C'est regarder sa propre souffrance avec le même regard bienveillant qu'on porterait sur un ami qui souffre. Essayez ceci. Pensez à quelqu'un que vous aimez profondément, quelqu'un à qui vous tenez vraiment. Et imaginez que cette personne vient vous voir et vous dit « Je me sens tellement seul, je ne sais pas si j'ai de la valeur, j'ai l'impression que personne ne me voit vraiment. » Qu'est-ce que vous lui diriez? Avec quelle douceur? Avec quelle présence? Est-ce que vous lui diriez « Arrête de te plaindre, tu aurais dû faire mieux, c'est ta faute si tu es dans cette situation ?» Non, bien sûr que non. Alors pourquoi vous le dites-vous à vous-même? La voix intérieure critique, celle qui juge, qui compare, qui condamne, est l'une des plus grandes sources de souffrance que Christophe André a observées en clinique. Et cette voix s'emballe particulièrement dans la solitude parce qu'il n'y a personne pour la contredire. Elle occupe tout l'espace. Elle dit « Tu es trop difficile à aimer, tu es trop compliqué, tu as raté quelque chose d'essentiel dans ta vie. » Et elle mène pas toujours totalement, parfois il y a des choses à examiner, à comprendre, à changer, mais elle ment dans le ton. Elle ment dans la sévérité. Elle ment dans l'absence totale et de compassion qu'elle manifeste envers la personne qu'elle est censée aider. Exercice concret. Chaque soir, avant de dormir, prenez un carnet, un simple carnet, et notez une phrase, une seule. Une phrase qui commence par « Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais ». Même si ce n'est pas parfait, même si la journée a été difficile, même si vous avez évité des appels et mangé seul et regardé la télévision sans vraiment la voir. Vous avez fait de votre mieux avec ce que vous aviez. Et c'est suffisant comme point de départ. Maintenant, parlons de quelque chose que Christophe André aborde avec une prudence particulière. Parce que c'est là que beaucoup de gens font une erreur sincère. Quand on prend conscience de la solitude, quand on décide de changer, il y a souvent une tentation de se précipiter vers les autres, de tout changer d'un coup, de s'inscrire à des activités, de recontacter des gens qu'on n'a pas appelés depuis des mois, de se jeter dans des interactions sociales avec une intensité qui fait fuir plus qu'elle n'attire. Et cette précipitation, bien qu'elle soit née d'une intention sincère, peut être contre-productive, parce qu'elle est encore une forme de fuite, une fuite vers l'extérieur, une tentative de combler le vide intérieur avec du bruit extérieur. La vraie reconnexion avec les autres passe d'abord par une reconnexion avec soi-même. Et cette reconnexion avec soi-même passe par ce que Christophe André appelle les micro-présences. Des moments minuscules, mais intentionnels de vraie attention à ce qui est là, maintenant dans l'instant présent. La chaleur d'une tasse entre les mains, l'odeur du café du matin, cette odeur dense et légèrement amère qui monte dans la vapeur et qui, si on lui donne 30 secondes d'attention vraie, devient quelque chose de presque sacré. Le ciel par la fenêtre, même gris, même pluvieux, avec ses nuances infinies de blanc et de gris et de lumière diffuse. Ces micro-présences, pratiquées régulièrement, réveillent progressivement ce que Christophe André appelle la capacité de résonance. La capacité à être touché par le monde. Et quand on est touché par le monde, quand on peut être ému par la beauté d'un arbre ou par la gentillesse inattendue d'un inconnu, on est de nouveau disponible pour les autres. On est de nouveau un être de relation. Et les relations, même timides, même fragiles, même recommencées, après des mois d'absence, peuvent renaître. Avez-vous déjà remarqué que les personnes les plus profondes que vous avez rencontrées dans votre vie n'étaient pas nécessairement les plus extraverties, pas les plus bruyantes, pas les plus présentes dans les réseaux sociaux, mais celles qui, quand elles étaient avec vous, étaient vraiment avec vous. Celles dont le regard vous faisait sentir que vous existiez, que vous comptiez, que ce que vous disiez avait une valeur. C'est cela la qualité de présence, et elle se cultive. Elle commence par être présent à soi-même pour pouvoir être présent aux autres. Parlons maintenant de quelque chose que Christophe André considère comme l'une des pratiques les plus transformatrices et aussi l'une des moins connues du grand public, la pratique de la gratitude incarnée. Pas la gratitude abstraite, pas la liste de choses pour lesquelles je suis reconnaissant récitée mécaniquement comme une comptine. La gratitude incarnée, c'est-à-dire la gratitude qui passe par le corps, qui se ressent physiquement. Voici comment cela fonctionne.
Choisissez un moment de la journée, le matin en buvant votre café ou le soir avant de vous coucher, et pensez à un moment de la journée qui a contenu quelque chose de bon. Pas nécessairement quelque chose de grand. Quelque chose de minuscule suffit. Un rayon de soleil sur votre main. Un échange de sourires avec un passant. Le goût d'une pêche. Le son d'une musique entendue par hasard dans la rue. Et maintenant, au lieu de simplement noter cette chose mentalement, laissez-vous habiter par elle physiquement. Sentez-la dans votre corps. Où est la chaleur qu'elle crée? Dans la poitrine? Dans les épaules qui s'abaissent légèrement? Dans ce léger relâchement de la mâchoire? Restez avec cette sensation pendant 30 secondes, 45 secondes, juste cela. Ce que font ces 45 secondes, ce que dit la recherche en neurosciences à ce souhait, c'est qu'elle commence à recabler le cerveau. Progressivement, lentement, mais réellement. Le cerveau humain a ce que les chercheurs appellent un bias de négativité, c'est-à-dire une tendance naturelle à retenir et à amplifier les expériences négatives et à laisser glisser les expériences positives. C'est un héritage évolutif. Nos ancêtres survivaient en prêtant attention aux dangers, pas aux coucheurs de soleil. Mais dans notre monde moderne, où les dangers sont rarement des prédateurs et où les couchers de soleil sont disponibles chaque soir, ce biais nous dessert. Il nous rend imperméables aux petites joies et hypersensibles aux petites peines. Et la pratique de la gratitude incarnée est l'un des outils les plus efficaces pour rééquilibrer ce biais. Christophe André veut aussi parler de quelque chose qui concerne les relations, parce que la réinitialisation dont il parle n'est pas une retraite solitaire permanente. C'est un retour à soi pour mieux revenir vers les autres. Et dans ce retour vers les autres, il y a quelque chose d'essentiel à comprendre. La vulnérabilité. Le mot vulnérabilité fait peur. Dans notre culture, surtout pour les hommes, mais pas exclusivement, la vulnérabilité est souvent associée à la faiblesse, à l'échec, à quelque chose à cacher ou à surmonter rapidement. Bueno, mieux dire, c'est précisément l'inverse qui est vrai. La vulnérabilité, au sens où Christophe André l'entend, n'est pas l'effondrement. C'est la capacité à dire à quelqu'un « j'ai besoin de toi ». C'est la capacité à demander de l'aide sans mourir de honte. C'est la capacité à dire « je me sens seul à quelqu'un en qui on a confiance ». Au lieu de continuer à dire ça, va avec ce sourire fatigué qui trompe tout le monde sauf soi-même. Et voici ce que Christophe André a observé sans aucune exception dans sa pratique clinique. Les personnes qui osent cette vulnérabilité avec les bonnes personnes ne sont pas rejetées. Elles sont rapprochées. Parce que la vulnérabilité authentique crée de la connexion. Elle dit à l'autre, toi aussi, tu as le droit d'être humain. Et cela crée quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, que les réseaux sociaux ne peuvent pas simuler et que les algorithmes ne peuvent pas générer, une vraie intimité. Alors, à qui pouvez-vous faire ce premier pas? Pas à tout le monde. On ne se met pas à nu devant n'importe qui, mais il y a dans presque toutes les vies, même les plus isolées, une personne. Un frère, une sœur, un ami d'enfance qu'on n'a pas appelé depuis trop longtemps, un voisin avec qui on a eu quelques conversations qui comptaient, une personne. Et à cette personne, vous pourriez, dans les prochains jours, envoyer un message. Pas un message performatif, pas un message qui dit « tout va bien », mais un message qui dit simplement « je pensais à toi » ou même « je ne sais pas trop pourquoi, mais j'avais envie de te dire bonjour, c'est tout ». C'est suffisant, c'est un premier fil renoué. Il faut aussi parler du corps, parce que la réinitialisation dont Christophe André parle est une réinitialisation complète, pas seulement mentale ou émotionnelle. Le corps est impliqué. Le corps souffre de la solitude autant que l'esprit. Il y a des pratiques corporelles simples qui ont un impact réel et documenté sur l'état émotionnel. La marche d'abord. Pas la marche sportive avec l'application qui compte les pas et les calories. La marche lente, la marche sans but. 20 minutes par jour à l'extérieur, de préférence dans un espace naturel, un parc, une forêt, même un jardin public, avec pour seule consigne d'être attentif à ce qu'on perçoit. Les sons, les odeurs, la texture du sol sous les pieds, la température de l'air sur la peau. Cette marche attentive a des effets mesurables sur le cortisol, l'hormone du stress, et sur la sérotonine,
l'une des molécules du bien-être. Elle n'est pas un luxe. Elle est, au sens propre du terme, une médecine, et la respiration. Christophe André revient toujours à la respiration, parce que la respiration est le seul processus automatique du corps sur lequel nous pouvons exercer un contrôle conscient. Et ce contrôle, quand on l'exerce, envoie un signal direct au système nerveux autonome. Tu es en sécurité, pas de danger, tu peux te détendre. L'expiration longue, plus longue que l'inspiration, active le système parasympathique, celui du repos et de la récupération. Inspirez en comptant mentalement jusqu'à 4. Expirez en comptant jusqu'à 6 ou jusqu'à 8 si vous pouvez. Faites cela 5 fois de suite. Observez ce qui s'est passé dans votre corps. La barre dans les épaules qui s'allège légèrement. La respiration qui s'approfondit. Le rythme cardiaque qui ralentit, ce n'est pas de la magie. C'est de la physiologie. Pensez-vous que ces pratiques sont trop simples pour faire une vraie différence ? Christophe André comprend ce scepticisme. Il l'a entendu des centaines de fois en consultation. Des personnes très intelligentes, très cultivées, qui pensaient que leur souffrance était trop complexe pour être touchée par des choses aussi banales que la respiration et la marche. Et il leur répondait toujours la même chose. L'efficacité d'un outil ne se mesure pas à sa complexité. Elle se mesure à ses résultats. Et ces pratiques, simples en apparence, ont des décennies de recherche derrière elles et des milliers de personnes qui en ont bénéficié. Mais il y a une condition. Une seule, la régularité, pas la perfection, pas l'intensité, la régularité. Faire quelque chose de petit tous, les jours vaut infiniment plus que faire quelque chose de grand une fois par mois. Le cerveau se transforme par répétition. C'est ce que les neurosciences appellent la plasticité neuronale, et c'est l'une des découvertes les plus réconfortantes de la science moderne. Le cerveau peut changer, à tout âge, dans n'importe quelle situation. Pas facilement, pas instantanément, mais réellement. Et maintenant, Christophe André veut revenir à cette patiente dont il parlait tout à l'heure, cette femme de 53 ans, avec l'appartement ensoleillé qui semblait sombre, parce que son histoire ne s'arrête pas ce matin dans le cabinet, aux mains posées sur les cuisses et aux 3 choses perçues avec les sens. Son histoire continue. Elle a pratiqué l'ancrage sensoriel chaque matin. Elle a commencé à marcher 20 minutes par jour dans le parc près de chez elle. Elle a rouvert un vieux carnet et recommencé à écrire, pas pour produire quelque chose, juste pour exprimer. Et après 6 semaines, elle a envoyé un message à une amie qu'elle n'avait pas contactée depuis 2 ans. Un message court, simple, je pensais à toi. Cette amie a répondu dans l'heure. Et la réponse était « Moi aussi je pensais à toi. Je me demandais comment tu allais. Je n'osais pas appeler. » Voilà ce qui se passe quand on tend la main. L'autre, souvent, attendait de faire de même. L'isolement est souvent symétrique. 2 personnes qui s'aiment et qui n'osent pas. 2 personnes qui attendent que l'autre fasse le premier pas. Et ce premier pas, ce tout petit premier pas, peut défaire des mois, parfois des années, de silence douloureux. Cette femme, aujourd'hui, a repris une activité artistique qu'elle avait abandonnée 20 ans plus tôt. Elle peint. Pas pour exposer, pas pour vendre. Pour le plaisir de sentir le pinceau sur la toile, l'odeur légèrement acrée de la peinture acrylique, la satisfaction physique de voir les couleurs se mélanger. Et quand Christophe André lui demande comment elle se sent, elle dit « J'ai l'impression d'avoir retrouvé quelqu'un que j'avais perdu de vue, moi-même. » Oui, c'est exactement cela. Le redémarrage, la réinitialisation, le recentrement dont il parle aujourd'hui, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, ce n'est pas se réinventer selon un modèle idéal importé d'un livre de développement personnel ou d'une vidéo de motivation. C'est retrouver quelqu'un que vous connaissiez autrefois et qui attend, patiemment, derrière toutes les couches de fatigue et de peur et d'armure, quelqu'un qui a encore de la curiosité, qui a encore de la tendresse, qui a encore la capacité d'être touché par le monde et de toucher les autres. Il faut aussi, et Christophe André tient à le dire avec toute la clarté nécessaire, reconnaître que parfois ces pratiques ne suffisent pas. Parfois, la souffrance est trop lourde, trop ancienne, trop profondément enracinée pour être touchée par la seule pleine conscience et l'autocompassion. Et dans ces cas-là, chercher une aide professionnelle n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte de sagesse.
La thérapie, qu'elle soit cognitive et comportementale, psychodynamique ou d'inspiration humaniste, est un espace où ces fils mêlés peuvent être démêlés avec soin, avec temps, avec la présence d'un autre humain formé, pour accompagner ce travail. Sauriez-vous reconnaître les signes qui indiquent qu'il faut aller chercher cette aide? Christophe André vous en donne quelques-uns. Quand la tristesse dure depuis plus de 2 semaines sans variation, quand le sommeil est perturbé de manière significative, soit l'insomnie, soit le besoin de dormir bien plus que d'habitude, quand l'appétit change dramatiquement dans un sens ou dans l'autre, quand les pensées deviennent très sombres, très répétitives, ou quand des pensées de mort ou de disparaître apparaissent. Ce sont des signaux importants, et ils méritent d'être pris au sérieux, pas ignorés, pas minimisés, pas noyés dans le travail ou dans les séries télévisées. Chercher de l'aide est un acte de survie, et la survie, contrairement à ce qu'on nous apprenne parfois, n'est pas une honte. Christophe André veut, avant de conclure cette conversation, parler de quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur. Il veut parler du temps, parce que nous vivons dans une époque qui a développé une relation pathologique avec le temps. Tout doit être immédiat, les résultats doivent être visibles maintenant. La guérison doit être rapide. La transformation doit être spectaculaire et documentable sur les réseaux sociaux. Et cette impatience, cette intolérance au temps nécessaire, est l'une des raisons pour lesquelles tant de personnes abandonnent les pratiques qui pourraient vraiment les aider, exactement au moment où elles commençaient à porter leurs fruits. La guérison prend du temps. La réconnexion prend du temps. La réinitialisation dont il parle ne s'est fait pas en une nuit ni en une semaine. Elle s'est faite en jours, en semaines, et en mois de pratique patiente et imparfaite. Et c'est bien ainsi. Parce que ce qui s'est construit lentement se construit solidement. Parce que ce qui demande du temps et de l'effort a une valeur que ce qui vient facilement n'a jamais. Il y a une image que Christophe André aime utiliser, et il l'emprunte au monde naturel, parce que la nature est souvent la meilleure des métaphores pour l'âme humaine. Imaginez un arbre après l'hiver. Les branches sont nues, le sol est dur et froid. Rien ne semble vouloir pousser, et puis, sans qu'on le remarque forcément jour après jour, quelque chose commence. Un léger gonflement des bourgeons, une teinte légèrement différente sur les branches les plus jeunes, et un matin, sans prévenir, les premières feuilles. Pas toutes les feuilles, quelques-unes tendres et fragiles, mais réelles, vivantes, là. C'est ainsi que ça se passe. À l'intérieur aussi, il y a des hivers longs, il y a des périodes où rien ne semble bouger, où les pratiques semblent vaines, où le découragement s'installe. Et puis, un jour, quelque chose. Un moment de vraie légèreté. Un rire qui surprend. Une conversation qui nourrit vraiment. Un matin où l'on se réveille et où le corps est moins lourd, moins contracté, où la respiration est un peu plus profonde, un peu plus libre. Christophe André ne peut pas vous promettre que ce jour viendra vite. Mais il peut vous promettre, avec toute la conviction que lui donnent ses années de pratique clinique et ses propres expériences d'être humain imparfait, qu'il viendra. À condition que vous commenciez, à condition que vous fassiez ce premier pas, même minuscule, même hésitant, même imparfait. Poser les mains sur les cuisses et nommer 3 choses perçues avec les sens. Sortir marcher 20 minutes sans but précis. Écrire dans un carnet la phrase « Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais ». Envoyer un message court à quelqu'un à qui vous avez pensé. Ces actes sont petits, mais ils sont réels. Et la réalité, même petite, est infiniment plus puissante que l'intention la plus grandiose qui reste dans la tête. Alors par où commencer? Par maintenant, par ici, par cette respiration, celle-ci, que vous prenez en ce moment même. Allongez l'expiration. Sentez vos pieds sur le sol. Regardez autour de vous et nommez mentalement une chose que vous pouvez voir, une chose que vous pouvez entendre, une chose que vous pouvez sentir. C'est tout, c'est le début. Et puis, dans les prochains jours, Christophe André vous invite à une chose très précise. Choisissez une des pratiques dont il a parlé aujourd'hui, une seule. Pas toutes, non, une. Et engagez-vous à la faire chaque jour pendant 2 semaines. Juste 2 semaines. Pas pour toujours, pas pour la vie entière, juste 14 jours. Et observez ce qui se passe. Observez avec curiosité, sans jugement, sans attendre des résultats spectaculaires.
Observez comme un scientifique bienveillant qui étudie un phénomène fascinant, vous-même, parce que vous êtes fascinant, vraiment. Pas au sens d'un compliment vide, au sens où chaque être humain est une complexité extraordinaire, une histoire unique, un réseau de relations et d'expériences et de potentialités qui dépasse des loin ce que la souffrance du moment peut faire croire. La solitude ment. Elle dit « Tu es seul parce que tu es incapable de connexion, mais la vérité est tu es seul parce que tu traverses une période difficile et que tu n'as pas encore trouvé les bons outils ou les bonnes personnes ou le bon moment. Et ces trois choses peuvent changer. Elles changent tout le temps pour des gens qui souffrent autant que vous, parfois davantage. Il y a quelque chose que Christophe André dit souvent à ses étudiants, à ses collègues et à ses patients les plus découragés. La guérison n'est pas l'absence de souffrance. La guérison, c'est apprendre à tenir la souffrance différemment, à la regarder sans en être écrasé, à l'accueillir sans la laisser tout gouverner, à vivre avec elle, le temps qu'il faut, jusqu'à ce qu'elle s'allège, jusqu'à ce qu'elle change de forme, jusqu'à ce que d'autres choses prennent de la place à côté d'elle. Et cette capacité à tenir la souffrance différemment, c'est cela, la résilience, pas la force de celui qui ne souffre pas, la force de celui qui souffre et qui continue, qui souffre et qui tienne la main quand même, qui souffre et qui remarque quand même la beauté d'un ciel d'hiver, qui souffre et qui dit à quelqu'un « Bonsoir, je ne suis pas très bien à ce moment » et qui laisse cet aveu créer un lien au lieu de le briser. La résilience se construit, pas en un jour, pas sans rechute, pas sans moment où tout semble revenir à zéro, mais elle se construit. Et chaque pratique, chaque souffle conscient, chaque moment d'ancrage sensoriel, chaque message envoyé, chaque carnet rempli, chaque marche dans le parc est une brique dans cette construction. Une brique petite mais réelle. Et les maisons les plus solides, comme chacun sait, sont faites de milliers de petites briques posées une à une, avec soin et avec patience. Christophe André pense à vous, à celui ou à celle qui écoute ces mots en ce moment, peut-être seul dans une pièce, peut-être dans un état de fatigue ou de découragement ou de doute. Il pense à la force qu'il faut pour continuer à chercher des réponses, pour continuer à espérer que quelque chose peut changer. Cette force est déjà là. Elle est dans le fait même que vous êtes là, que vous écoutez, que vous cherchez. La recherche est déjà une réponse à la résignation. La curiosité est déjà une forme de courage. Et il veut vous dire, avec toute la sincérité dont il est capable, que le monde a besoin de vous. Pas de vous parfait. Pas de vous guéri et rayonnant, de vous maintenant avec votre solitude et votre fatigue et vos doutes. Parce que les personnes qui ont traversé la nuit sont celles qui peuvent le mieux tendre la main à ceux qui entrent dans la nuit. Parce que la compassion la plus profonde vient toujours de la connaissance intime de la souffrance. Et parce que votre présence dans la vie de ceux qui vous aiment, même imparfaite, même hésitante, même encore un peu absente et irremplaçable. Ne les laissez pas sans vous. Ne vous laissez pas sans vous. Réinitialisez. Redémarrez. Recentrez-vous. Un souffle à la fois. Un jour à la fois. Une petite brique à la fois. Et si aujourd'hui vous avez trouvé dans ces mots quelque chose qui vous a touché, quelque chose qui a résonné, quelque chose qui vous a donné envie de faire ce premier pas, alors faites une chose de plus. Partagez cette conversation avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que parfois, les mots qu'on n'arrive pas à dire soi-même, quelqu'un d'autre les a déjà dits. Et les envoyer à quelqu'un qu'on aime, c'est une manière douce et courageuse de dire « Je pense à toi et je sais que tu traverses quelque chose de difficile et tu n'es pas seul. » Abonnez-vous à cette chaîne, laissez un commentaire avec ce que vous avez ressenti, parce que chaque mot que vous écrivez dans cette zone de commentaires est un acte de présence, un acte de connexion, un tout petit fil, renouer avec le monde. Et ces fils, mis ensemble, font une vie qui tienne. Christophe André vous remercie d'avoir été là. Il vous remercie d'avoir eu le courage d'écouter et il vous donne rendez-vous bientôt pour continuer cette conversation. Parce qu'elle n'est jamais vraiment terminée. La conversation sur la vie intérieure, sur la résilience, sur la manière de traverser ce monde à la fois magnifique et parfois épuisant, elle continue. Elle continue tant qu'il y a des êtres humains qui cherchent à vivre vraiment, pas seulement à survivre. Et vous cherchez à vivre vraiment. Cela se voit, cela s'entend. Et c'est en soi quelque chose de très précieux.